Bonjour, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de l'hyperactivité chez les enfants neuroatypiques et en particulier euh, du cas où cette hyperactivité va poser problème pour rester assis. Que ce soit par exemple rester assis à table, rester assis à l'école pour faire de devoirs ou dans des contextes particuliers. Ça peut parfois être compliqué, donc j'avais très envie de parler de ça aujourd'hui. Et je vais vous présenter des astuces qui peuvent aider dans ces moments-là. Alors, l'hyperactivité, déjà, chez l'enfant neuroatypique, elle peut être due à plusieurs choses. Ça peut être dans le cas d'un enfant qui a un TDAH, donc un trouble de l'attention avec hyperactivité, et bien là, c'est propre à son fonctionnement, du coup, il y a l'hyperactivité, mais pas que, en fait. Il peut y avoir aussi d'autres particularités chez des enfants neuroatypiques qui vont donner des signes d'hyperactivité sans qu'il n'ait nécessairement un TDAH. Par exemple, chez les personnes autistes, ça peut être une manière de compenser par le corps, on appelle ça le STIM ou les mouvements répétitifs. Ça va être en fait une réaction naturelle du corps. Ça peut avoir plusieurs fonctions. Ça peut servir à exprimer de la joie. Ça peut servir aussi beaucoup à s'autoréguler ou à compenser lors d'une situation de stress. Et dans ce cas-là, du coup, il peut y avoir des mouvements répétitifs qui vont remplir cette fonction-là, mais du coup, ça peut faire penser à une forme d'hyperactivité. Et chez les enfants autistes, eh bien, parfois, ça peut effectivement gêner ou les empêcher de rester assis ou les rendre agités. Et puis, il y a aussi tout ce qui est particularité sensorielle qu'on retrouve dans diverses neuroatypies, dans le TDAH, dans l'autisme, ou aussi des enfants qui ont, par exemple, des troubles de l'intégration neurosensorielle qui n'ont pas de diagnostic d'autisme ou de TDAH, mais qui ont des troubles sensoriels particuliers. Et ces particularités sensorielles vont entraîner certains mouvements. Par exemple, une personne qui aurait une hyposensibilité au niveau vestibulaire, donc le sens vestibulaire, c'est le sens de l'équilibre. Si elle a une hyposensibilité, elle va avoir tendance à être en recherche de sensations de balancement, par exemple. Et donc, ces enfants-là, ils peuvent avoir très envie de se balancer très fort pour mieux sentir, en fait, ressentir leur sens vestibulaire. Et parfois, ça peut être un petit peu compliqué à gérer parce que, par exemple, à table, ils peuvent ne pas réussir à rester assis tranquille 2 minutes et beaucoup se balancer sur leur chaise, par exemple. Alors, ça peut être plus ou moins gênant selon les contextes, mais parfois, ça peut être assez intense ou parfois, ça peut peut-être être dangereux et ça peut être intéressant de trouver des solutions, des alternatives. Dans les particularités sensorielles, il y a aussi tout ce qui est hyposensibilité proprioceptive. Donc la proprioception, c'est le fait de sentir son corps dans l'espace. Et du coup, les personnes qui ont une hyposensibilité à ce niveau-là ne vont pas bien ressentir leur corps dans l'espace et vont chercher des sensations pour mieux le sentir. Et ces sensations, ça peut entraîner une forme d'hyperactivité parce que ça va être, par exemple, sauter beaucoup. Le fait de sauter très fort, ça donne des sensations proprioceptives. Ça peut être s'allonger par terre, se rouler par terre. Après, il y a tout ce qui est compression aussi. Des fois, il y a des enfants qui aiment se jeter sur le canapé dans les coussins, en fait, parce que ça va voilà, faire un impact sur tout leur corps et ça les aide à mieux sentir leur corps. Et du coup, ça peut faire penser aussi à une forme d'hyperactivité. Et ces enfants-là, bah, quand vient le moment parfois de rester assis pour un repas, par exemple, eh bien, ça peut être compliqué pour eux de rester assis parce qu'ils vont sans arrêt être en recherche de ces sensations-là. Donc, on va retrouver ça ces mécanismes-là, ça peut être, comme je disais, chez les enfants autistes, les enfants qui ont un TDAH ou des enfants qui ont juste, entre guillemets, des particularités sensorielles marquées. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là en tant que parent? Parce que parfois, ça peut être problématique. Alors, ce qui est d'empêcher purement et simplement le mouvement, ça ne va pas être une bonne idée parce que, en fait, ce sont des mouvements naturels et pour l'enfant, ça va être aussi naturel que respirer. Et du coup, si on empêche purement et simplement le mouvement sans fournir des alternatives, on risque de réprimer un besoin très important de l'enfant et ça risque de clasher en fait. Soit il va recommencer jusqu'à ce que tout le monde craque parce qu'il ne pourra pas s'en empêcher tout simplement, hein, c'est pas pour embêter le monde. Soit il va réussir à arrêter un petit peu, mais derrière, il va peut-être y avoir un comportement hyper inapproprié un tout petit peu après, parce qu'en fait, si ce sera contenu, il aura surcompensé, puis après, ça risque d'exploser. Peut-être qu'il va devenir agressif envers quelqu'un sans raison, par exemple. Donc, réprimer
guillemets, juste empêcher, c'est comme essayer de lui demander d'être quelqu'un d'autre et faut vraiment penser, voilà, ça peut être comme l'empêcher quelque chose de complètement naturel, comme respirer et ça ne va pas aller. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est déjà essayer d'être le plus flexible possible. On va pas lui demander des choses inatteignables pour lui, de rester assis pendant 1 heure 30 pendant un repas si c'est difficile pour lui. S'il reste 15 minutes assis, peut-être que c'est bien déjà. Voilà, déjà d'avoir des attentes réalistes, de faire preuve de flexibilité parce que des fois, par exemple, si je prends l'exemple des repas en famille, on peut ressentir la pression extérieure, le jugement des autres, etc. Mais en vrai, si notre enfant il se lève entre l'entrée, le plat, le dessert pour aller jouer, c'est OK, ça gêne personne, ça manque de respect envers personne. Et peut-être qu'il y a certaines conventions culturelles qui font que certains adultes vont attendre de lui qu'il reste bien assis pendant plus longtemps. Mais cet enfant-là, déjà pour tous les enfants, ça peut être compliqué et on ne devrait jamais les forcer à rester à table longtemps. Et encore plus pour un enfant neuroatypique, pour qui c'est encore plus difficile, pour qui ça demande encore plus d'efforts. Là, je pense que il y a aussi la dimension d'être capable d'assumer le fait aussi que notre enfant ne reste pas à table longtemps et de l'expliquer aussi que ce sont ses besoins, ses particularités. Et donc, il y a une partie à faire, ça va être aussi, voilà, aux autres personnes de s'adapter à ces particularités aussi. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des situations parfois où on a besoin qu'il reste assis un tout petit peu quand même, un minimum, même s'il y a des pauses, même si on lui permet de se lever régulièrement, etc. Des fois, il y a un minimum et ça peut être compliqué autrement. Je pense au repas, surtout du coup les repas quand il y a du monde. Je pense à l'école, où dans beaucoup d'écoles, on va demander à l'enfant de rester assis au moins un minimum, même si là aussi, hein, on peut prévoir des aménagements aussi pour s'adapter à lui et lui demander de rester assis moins longtemps que les autres, peut-être. Il y a tout ce qui est devoirs à la maison, etc. Et donc, voilà, il y a quand même des contextes où on a besoin que notre enfant reste un petit peu assis. Si on est à un mariage, par exemple, enfin voilà, il y a plein d'exemples comme ça, vous voyez de quoi je parle. Alors oui, déjà faire preuve de flexibilité, ne pas lui demander l'impossible et expliquer aussi à l'extérieur et l'autoriser à se lever régulièrement, ça me paraît indispensable. Mais aussi, il y a des petites choses qui peuvent aider. Et là, je pense aux assises mobiles. Donc, par exemple, on a les coussins d'air. Donc, les coussins d'air, c'est ça. Et en fait, l'avantage là, c'est que l'enfant, il va s'asseoir là-dessus, donc on pose ça sur la chaise, il va s'asseoir là-dessus. Et du coup, en fait, il n'est pas complètement immobile, c'est-à-dire qu'il peut répondre à son besoin de mouvement tout en étant assis. Donc, les adultes autour qui ont besoin qu'il reste assis, ils sont contents parce qu'il reste assis. Et l'enfant, il est content parce qu'il ne se sent pas complètement inactif, immobilisé. Il va utiliser des muscles pour rester assis, il peut se dandiner, Et donc, du coup, tout en restant assis, il est quand même actif. Ça répond à son besoin de mouvement et à la fois, il peut rester assis, donc ça aide beaucoup. Et ces coussins-là, souvent, il y a un côté avec des picots comme ça. Et ça, c'est super pour les enfants qui ont une hyposensibilité justement au niveau proprioceptif, ce que je parlais tout à l'heure, parce que ça peut les aider à mieux sentir où sont leurs fesses, où est la chaise, et à mieux rester assis aussi. Donc, et puis d'autres enfants, ils vont pas supporter du tout les picots et ils vont vouloir le côté lisse parce que peut-être que eux, ils ont une hypersensibilité tactile et que les picots, c'est super désagréable pour eux, ils veulent le sentir trop fort. Donc là, forcément, on s'adapte toujours à l'enfant, à son profil sensoriel. Mais voilà, en tout cas, pour un enfant qui a du mal à rester assis, pour certains moments où on a besoin qu'il reste assis un peu plus longtemps, eh bien, l'assise mobile avec le coussin d'air, ça aide beaucoup. Nous, c'est ce qu'on a à la maison pour mon fils. Et alors, il y a eu des périodes où, après, il faut toujours s'adapter, hein, des périodes où il s'en est beaucoup servi et des périodes beaucoup moins, et puis ça change et c'est normal. Ensuite, dans le même genre, il y a les ballons. Alors là, je ne peux pas vous en montrer, hein, j'en ai pas, mais ça ressemble vraiment aux ballons de grossesse, par exemple, qu'on utilise pour les accouchements. Ça va lui permettre de faire des mouvements. Il y a certaines écoles, je sais que dans la classe de mon fils, par exemple, ils en ont et les enfants peuvent s'asseoir dessus pour travailler. Et donc, on répond à un certain besoin de mouvement et à la fois, l'enfant reste assis. C'est le même principe. Après, il faut tester plusieurs choses et voir ce qui convient le mieux à votre enfant. Et une troisième chose qui existe, qui répond à ce besoin-là aussi, ce sont des bandes à élastique. Donc là, ce n'est pas une assise mobile.
En fait, on met des bandes à élastique au niveau des pieds de la chaise, en fait, d'un côté à l'autre. Et l'enfant va poser ses pieds sur ces bandes à élastique. Donc, ça fait comme un repose-pied, mais mobile. Et donc, du coup, il peut bouger comme ça, ses pieds sur l'élastique. Et ça lui permet de gigoter aussi tout en restant assis. C'est le même principe. Et alors enfin, ça me fait penser, j'avais vu ça une fois, je pense que ça c'est plus, on va pas utiliser ça au repas de famille ou à la maison, mais peut-être à l'école, parfois ça peut être utilisé. Je crois que c'était dans un contexte scolaire que j'avais vu ça. C'est un vélo en fait, un genre de vélo pupitre où l'enfant, par exemple, il lit ou il travaille sur son pupitre et en fait, il peut pédaler. C'est un genre comme un vélo d'appartement. Et donc, du coup, pour les enfants qui ont vraiment beaucoup de mal à rester assis, là, ça leur permet d'exercer un mouvement et ça peut répondre à ce besoin de mouvement. Et encore une fois, ce qui conviendra pour un enfant ne conviendra pas à un autre. Il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Il faut voir aussi la cause de son hyperactivité. Est-ce que c'est parce qu'il a un TDAH? Est-ce que c'est plutôt d'un point de vue sensoriel? Il y a plein de choses à étudier pour savoir quel est le meilleur outil. Mais en tout cas, ça, ce sont des bonnes pistes qui peuvent beaucoup aider, qui valent le coup d'être testées. Et puis ensuite, il faut tester avec votre enfant pour voir ce qui fonctionne pour lui. Les profils différents, ça me fait penser. J'avais pas prévu d'en parler, mais je viens tout juste d'y penser. Donc, j'ai fait une petite pause pour aller chercher exprès pour le rajouter. Le lézard lourd ou la couverture lestée qui peuvent aider énormément certains enfants à rester assis à table. Alors, ça va pas être adapté pour tous les enfants, mais ça va être particulièrement adapté pour les enfants qui ont cette hyposensibilité proprioceptive dont j'ai déjà parlé, donc ceux qui ont du mal à bien sortir leur corps. Tout ce qui est compression, objet lourd sur eux, ça va leur apporter beaucoup d'apaisement et ça va les aider à se détendre et à tenir en place parce qu'il se peut que cette hyperactivité pour eux se soit liée à un peu cette impression de flottement en fait dans tous les sens et ils ont besoin souvent de se sentir contenus. Et donc tout ce qui est couverture lourde, donc les couvertures lestées, ça va leur procurer en tout cas des sensations très apaisantes, qui détendent et du coup qui évitent de partir dans tous les sens physiquement pour essayer parfois de ressentir son corps, de combler un vide à ce niveau-là. Et donc pour ça, donc il y a les couvertures lestées classiques et nous on a ce fameux petit lézard. Et donc voilà, c'est une peluche lestée, donc n'importe quelle peluche lestée fait l'affaire, hein, bien sûr, nous on a celle-là. Mais n'importe quelle peluche lestée assez lourde fait l'affaire et en fait ça, l'enfant peut manger avec ça sur ses genoux. On l'a beaucoup fait pendant un temps et ça va l'aider à se tranquilliser, donc de manger avec ça sur les genoux ou une couverture lestée ou il y a des petits matelas lestés qui sont plus petits en fait à mettre sur les genoux aussi. Donc voilà, tout ça, ça peut énormément aider. Et puis il faut faire attention aussi au poids qu'on utilise. Il ne faut pas les garder trop longtemps, les utiliser trop longtemps, les couvertures lestées. Et il y a une limite de poids aussi, je m'en souviens plus par cœur, mais c'est un pourcentage, il ne faut pas que ce soit plus de 10% du poids de l'enfant, quelque chose comme ça. Voilà, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est ça. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Voilà, il y a quelques points de vigilance à avoir, mais ça peut être une piste aussi. Au-delà de tout ce qui est assise mobile, c'est vrai qu'une couverture lestée, une peluche lestée sur les genoux pour manger, ça peut beaucoup aider. Voilà, j'espère que ces astuces pourront vous aider. N'hésitez pas à commenter aussi sous la vidéo pour raconter votre expérience. Si vous avez un enfant neuroatypique qui a tendance à avoir du mal à rester assis à table et que vous avez testé des choses qui vous ont aidé, les coussins d'air, les bandes à élastique, etc., à partager votre expérience en dessous. Ça pourra aider d'autres parents. Et j'en profite aussi pour vous dire que je vais donner une formation gratuite prochainement sur les crises de l'enfant neuroatypique. Donc, il y aura 4 masterclass offertes. J'ai prévu de donner beaucoup de valeur, des pépites vraiment pour vous aider à gérer ces situations de crise qui peuvent être, je le sais, vraiment très compliquées à vivre hein, avec mon enfant autiste. Je connais ça très bien aussi. Et donc, voilà, j'ai prévu de vous livrer beaucoup de valeurs, beaucoup de pépites, des informations et aussi
un état d'esprit à adopter, la posture à adopter et des outils très concrets que vous pouvez mettre en place avec votre enfant, tester, voir si ça fonctionne, etc. Et vous pourrez échanger du coup avec d'autres parents d'enfants neuroatypiques aussi. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire via le lien sous la vidéo et vous recevrez toutes les informations pour participer à l'événement qui aura lieu la semaine du 8 mai. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.